Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette série Tech for Onco, dans le cadre des activités de communication du CIRIC Brio. Donc, je suis Christelle Liard, coordinatrice des programmes au sein du CIRIC de Bordeaux. Et Claire Larmonnier, ingénieure biologiste à l'Institut Bergonié. Alors, juste quelques mots pour vous rappeler. Donc, Brio, c'est le CIRIC de Bordeaux. Donc, nous sommes un site de recherche intégré en cancérologie, labellisé par l'Institut national du cancer, l'INSERM, et le ministère de la Santé. Notre objectif est de mener à bien des recherches innovantes en cancérologie avec tous les acteurs de notre site bordelais, à viser donc des patients. Aujourd'hui, nous faisons partie du réseau des CIRIC qui comprend 8 sites en France. Donc, dans le cadre de nos activités de communication, on organise chaque année des journées scientifiques à viser de la communauté de recherche en cancérologie, qu'on appelle les Braille Days. Et cette année, de par les conditions qui nous sont imposées par la crise sanitaire, donc on a décidé de dévier sur une série en ligne qu'on appelle la Braille Série, avec 3 types d'événements. Donc, vous pourrez retrouver ces événements en replay sur notre site internet. Vous avez l'accès en bas. Donc, un premier événement que l'on a fait au mois de septembre, Histoire de patients, où vous pourrez suivre en fait le parcours de 3 patients, 3 patientes même, 4, 4 atteintes de cancer du côlon, glioblastome et cancer du rein. Et à travers le parcours de ces patients, vous découvrirez en fait l'implication à la fois de tous les acteurs cliniques qui gravitent autour de ces patients et des acteurs de recherche avec lesquels nous travaillons. Et puis, en octobre, nous avons eu 4 séminaires qu'on a appelés Regards croisés, qui sont l'occasion pour un clinicien et un chercheur de notre réseau de recherche d'échanger sur des thématiques telles que les cancers du poumon métastatique, les cancers gynécologiques ou l'oncologie gériatrique. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter cette 3e série de séminaire qu'on a intitulé Tech for Onco. Donc, je vais laisser la place à Claire pour vous présenter cet événement. Alors, de Tech for Onco, ça s'inscrit donc dans ces groupes de 3 séries. Et le but de ces sessions, c'est de présenter des technologies innovantes qui ont été en fait identifiées par la communauté bordelaise, notamment à travers une enquête. Donc, sur la base de l'enquête qui nous a été soumise, du coup, on a identifié des sociétés d'intérêt pour la communauté en onco bordelaise, mais pas que. L'idée, c'est de présenter donc des applications concrètes de nouvelles technologies à travers des projets de recherche fondamentale ou translationnelle. Et on a le plaisir d'avoir également des experts bordelais ou nationaux de ces technologies qui vont intervenir dans le cadre de ces séries. Donc, pour l'instant et sur la fin de cette année, il y aura donc 2 technologies, 2 groupes de technologies présentés, à la fois les single cells et également des technologies d'analyse du métabolisme des tumeurs. Donc, comme je vous le disais, en fait, on a mis également en place un panel d'experts bordelais représentant de différentes plateformes, qu'elles soient du CHU, de l'Institut Bergonié ou de l'Université de Bordeaux. On s'est réunis à 4 reprises et l'idée, vraiment, c'était de faire ressortir ce qui intéressait la communauté et d'avoir un panel d'experts en local qui nous oriente. Et on a le plaisir aujourd'hui d'avoir donc Anne-Aurélie Raymond et Marlène Maître, qui sont toutes les 2 responsables de plateforme et qui vont donc animer cette session qui accueille aujourd'hui Dizix Genomics et Isoplexis. Donc, on remercie vraiment ces sociétés de leur implication. On remercie également le docteur Maya Saleh, qui va être notre expert pour Dizix Genomics pour sa participation et son temps. Donc, on va articuler la session sur 2 aspects. D'abord Isoplexis et ensuite Dizix Genomics. Pour Isoplexis, nous avons donc M. Ferra et Cora qui vont donc nous présenter la technologie et ses applications en pratique. Et ensuite, quelques questions animées par Madame Raymond. Ensuite, on ira sur Dizix Genomics avec M. Fleury et le docteur Maya Saleh.
Voilà, donc vous avez l'opportunité de poser des questions. N'hésitez pas à les mettre. Donc, vous avez le petit Q&R en bas. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous, on se fera le chargera relais. de Voilà. les relayer. Bonne session. Bonne session. Et donc, je peux commencer peut-être à partager mon écran. Donc, je suis Mourad Ferrad de la société Isoplexis et on va commencer tout de suite la présentation. Hop, hein, juste le temps de partager. Mettre en plein écran. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, si tout est OK. C'est bon. OK, très bien. Donc aujourd'hui, donc le but justement, donc tout d'abord, on remercie la donc les Bright Series et les organisateurs aussi, de la communauté de Bordeaux pour nous avoir sélectionnés en tant que technologie innovante donc dans la partie single cell. Donc l'idée vraiment aujourd'hui, donc je suis Mourad Ferrad, donc chef de produit donc pour la société Isoplexis et avec moi, on aura Afid Kora qui est spécialiste, vraiment, sur les applications. Donc il vous fera une démonstration notamment des capacités d'analyse, donc notre software qui est intégré. Et on a également dans la tendance, on a Carole Criquet qui est vraiment votre responsable, qui est responsable France, pour la société Isoplexis. Donc l'idée, c'est vraiment de vous parler de cette innovation qu'on a sur le marché. Donc on a vraiment commencé à travailler sur le marché européen. Ça fait 1 an, mais la technologie est très bien implantée aux États-Unis avec pas mal de KOL. Donc, comme j'ai dit, donc la société est une société, Isoplexis est une société américaine. Nous sommes localisés à Brantford, dans le Connecticut. Plus de 300 employés. Et bien entendu, en Europe, maintenant, on a des équipes qui sont dédiées, notamment en France. On a plusieurs personnes qui sont capables de vous supporter, vraiment de la partie design expérimental jusqu'au troubleshooting des data. Et donc, on a vraiment une équipe dédiée maintenant. Donc, la technologie est implantée dans le top de l'industrie pharmaceutique, mais aussi dans les grands centres de recherche académique, essentiellement dans le cancer, la recherche en oncologie. C'est pour ça que cette technologie peut être également pertinente pour vous. Et ce qu'on offre, en fait, en termes d'innovation, on est la seule plateforme sur le marché aujourd'hui capable de permettre l'analyse à la fois single cell et bulk. Donc, on peut faire une analyse de population cellulaire et single cell sur une seule et unique plateforme. Et ce qui va changer, ça va être l'utilisation des puces microfluidiques, comme on va le voir. Donc, on a un long historique, si vous pouvez regarder un petit peu ici, de journaux à fort impact, donc, et surtout en oncologie. Donc, on a collaboré, par exemple, historiquement avec des sociétés comme Nectar Therapeutics, qui ont jusqu'à ce jour encore des programmes de développement utilisant notre technologie, et Kite Pharma, par exemple, pour les thérapies cellulaires. Donc, on a vraiment travaillé sur des thérapies qui sont des thérapies cutting edge, et on continue, comme on le verra par la suite, à être vraiment très, très important dans la partie oncologie. Donc, j'ai précisé 2021 également, on a des papiers qui sont sortis à fort impact dans le Covid, où notre technologie a été utilisée pour comprendre les mécanismes sous-jacents au Covid, notamment les mécanismes inflammatoires. Et on est en collaboration au sein de consortium avec Merck, par exemple, aux États-Unis pour mieux comprendre et passer plusieurs échantillons de patients. On a plus d'une centaine de patients qui sont analysés grâce à notre technologie. Et surtout, je vais mentionner aussi des papiers dans Nature Medicine qui sont parus sur la thérapie cellulaire en oncologie et indiquant vraiment que l'analyse single cell, et en particulier notre approche, est vraiment une approche prometteuse pour le futur. Donc, pour revenir à la base de pourquoi on a développé notre technologie, donc la technologie Isoplexis, aujourd'hui, pour analyser la fonction cellulaire, donc il y a plusieurs technologies qui sont sur le marché, qui sont très bonnes, qui génèrent des datas, mais il y a des gaps. Donc, on peut perdre certaines informations. Les informations aujourd'hui importantes sont celles qui sont reliées à la fonction cellulaire, donc notamment celles qui ont un lien avec les capacités de communication cellulaire et également la signalisation, puisque la cellule est dans un environnement, elle va communiquer avec d'autres cellules ou recevoir d'autres cellules et répondre, et donc ça va mettre en branle toutes des voies de signalisation. Donc ces éléments-là sont des éléments clés pour comprendre la fonction cellulaire. Aujourd'hui, ce qu'il y a comme technologie existante, on en a deux principales, et surtout à l'échelle single cell, c'est la cytométrie de flux et les analyses vraiment transcriptomiques, donc les analyses génomiques également. Donc pour les premières, la cytométrie de flux, c'est un gold standard, bien entendu, pour l'étude des marqueurs de surface. Mais quand on va vouloir étudier, par exemple, des cytokines qui vont être sécrétés par une cellule T ou une cellule immunitaire,
Là, on va se heurter à des barrières. La première, ça va être justement qu'on va devoir fixer ou perméabiliser les cellules. Et ça va être le premier biais, quand on veut surtout se rapprocher de ce qu'on appelle l'in vivo. Et le deuxième, ça va être les limites en termes de multiplexing. Donc, on va très vite se heurter à une limite en termes de capacité à multiplexer les marqueurs. Et le deuxième type de technologie, donc notamment les approches génomiques, on sait aujourd'hui qu'on a, d'après plusieurs papiers, un gap qui est de l'ordre de 40% entre ce qu'on va voir sur le profil vraiment RNA-seq et ce qui va être vraiment exprimé par la cellule. Donc ça, c'est le gap qu'on essaye d'adresser également avec la technologie Isoplexis. Donc ce qu'on va fournir, c'est deux choses. Donc c'est la capacité de regarder sur des cellules vivantes qui sont incubées dans des conditions natives, donc on parle d'incubation à 37 degrés à 5% de CO2, la sécrétion de plusieurs cytokines en parallèle, et on parle vraiment de haut niveau de multiplexing, puisqu'on va regarder jusqu'à 32 marqueurs. Et là, la deuxième technologie qu'on apporte également sur le marché, également sur des live cells, c'est la possibilité de regarder également des phosphoprotéines ou des protéines intracellulaires qui sont marqueurs de voie de signalisation. Donc avec ces deux technologies, on va pouvoir à la fois voir ce qui va être sécrété par les cellules en réponse à un environnement ou à une thérapie, mais également on va pouvoir voir ce qui va se passer à l'intérieur des cellules en étudiant donc les voies de signalisation. Et donc on va avoir un accès, un visage plus clair, au fait, une image plus claire au fait de la vraie fonction cellulaire. Donc, comme je l'ai dit, on est vraiment sur des approches protéomes. On s'intéresse vraiment aux protéines qui sont exprimées pour avoir une meilleure corrélation avec l'in vivo. Et on est vraiment dans une approche donc, qui est dynamique. Et comme on va le voir après sur quelques études de cas, c'est cette approche-là qui va permettre vraiment d'avoir une très forte corrélation avec des résultats chez les patients, par exemple. Donc, on a vu que la polyfonctionnalité, par exemple, cellulaire, pouvait être pouvait être un indicateur d'une réponse en clinique, ou bien même plutôt également dans le développement de thérapie en préclinique ou en recherche basique quand on veut sélectionner plusieurs candidats. Donc ça va être une approche qui va pouvoir être également utilisée. Donc si on met en perspective dans les technologies existantes aujourd'hui, donc bien entendu, donc on a bien sûr les approches bulk. Le problème, c'est qu'on va perdre l'information sur les single cells. On a les approches de type cytométrie de flux, bien entendu, quand on va essayer d'étudier la fonction cellulaire, mais ça va très vite se limiter puisqu'on est surtout sur des marqueurs de surface. Mais comme j'ai dit, quand on va essayer d'étudier par exemple la sécrétion de cytokines, on va être très vite limité. Et nous, ce qu'on apporte vraiment, c'est cette capacité à aller à l'échelle vraiment single cell et de pouvoir avoir la véritable fonction cellulaire. Et donc, on commence bien entendu à comprendre, bien entendu, que cibler, surtout en oncologie, qui est un des principaux axes aujourd'hui qui est en plein boom, que cibler la cellule cancéreuse ne suffit pas, que cette cellule cancéreuse est bien sûr dans un micro-environnement tumoral, qu'il y a plusieurs types cellulaires, mais qui sont capables euh, d'influencer cette cellule cancéreuse, notamment sa réponse à une thérapie. Et donc, la plupart des thérapies maintenant vont s'atteler non seulement à cibler la cellule cancéreuse, mais également à combiner avec d'autres mécanismes d'action pour pouvoir cibler également ce micro-environnement tumoral. Et dans ce domaine en particulier, donc on ne va pas pouvoir aller sur tous ces cas d'études. Notre technologie a vraiment été utilisée de la recherche fondamentale jusqu'aux essais cliniques. Par exemple, Nectar Therapeutics est très avancé en phase clinique pour utiliser notre technologie en biomarqueurs. Mais on a travaillé vraiment sur différents types de thérapies. Bien sûr, j'ai parlé de thérapie cellulaire, des bispécifiques. On a une collaboration avec Roche. Les cancers, les vaccins contre le cancer, donc à base de nanoparticules, c'est vrai que c'est également une approche qui est en plein boom en ce moment, notamment de pouvoir targeter les cancers avec des vaccins, et c'est une approche élégante. Mais on a vraiment tout un tas d'autres domaines d'application, par exemple les checkpoint inhibitors ou des combinaisons de checkpoint. Donc, on a pu vraiment utiliser la technologie sur différents types de thérapies et sur différents types d'études de cas, vraiment en tant que biomarqueur, comme je l'ai dit, en clinique, ou bien sur des phases plus précoces de recherche. Et donc, au fait, ce que notre technologie va également apporter, puisqu'on va regarder vraiment l'échelle single cell, c'est que dans une population cellulaire, on sait maintenant que même si les cellules peuvent avoir un profil génomique assez proche, il peut y avoir vraiment des subsets assez rares de cellules qui ont un profil différent, mais qu'on va pouvoir voir uniquement en protéomique.
puisque c'est ce faible donc subset de cellules qui vont correspondre à ce qu'on appelle les cellules polyfonctionnelles. Donc ce sont les cellules polyfonctionnelles qui sont capables de sécréter plus de 2 cytokines. C'est comme ça qu'on appelle ces cellules-là. Et ce qui est important, c'est que ces cellules qui ont une plus forte potentialité, donc ces cellules polyfonctionnelles, sont celles qui vont avoir un fort impact. Donc une faible proportion, mais vraiment un fort impact, qui peut être un impact dans la discrimination, par exemple entre des répondeurs et des non-répondeurs dans une étude clinique. Donc on va pouvoir mieux stratifier vraiment ces patients, ou bien dans une réponse à une immunothérapie, par exemple, si on est toujours dans le domaine de l'oncologie, on va pouvoir vraiment utiliser cette polyfonctionnalité pour la corréler, par exemple, à une réponse clinique. Et donc, la polyfonctionnalité, on va pouvoir l'analyser grâce à notre approche multiplex, puisqu'on est capable d'aller jusqu'à 32 marqueurs en termes de cytokines. Et comme vous voyez, donc on ne se limite pas justement à les détecter, mais on va pouvoir les analyser en termes de groupes fonctionnels. Donc, on va vraiment savoir s'il s'agit plutôt de cytokines plutôt effectrices ou stimulatrices ou chimiotactiques qui sont impliquées dans cette augmentation de la polyfonctionnalité. Donc en termes de technologie, donc la technologie est basée sur deux principaux deux éléments clés. D'une part, l'utilisation de la microfluidique. Donc vous voyez ici les 2 puces microfluidiques qu'on va utiliser. Donc ici à gauche, c'est la puce qu'on va utiliser pour l'analyse bulk. Donc sur ce type de puce microfluidique, vraiment, ce qu'on va pouvoir mettre, c'est par exemple du sérum, du plasma, des échantillons vraiment patients, voire sur un agent de culture cellulaire si on recherche plus amont. Et sur la deuxième puce, au fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir faire l'analyse single cell. Et dans ce cas, la puce est différente puisqu'on va loader 30 000 cellules. Et ce qui est intéressant avec cette puce microfluidique, c'est qu'on va faire l'isolation de single cell directement sur la puce. Donc, il n'y a pas besoin de les isoler, ça va se faire automatiquement sur la puce microfluidique. Et à partir de 30 000 cellules qu'on va loader, on va pouvoir isoler entre 500 et 1500 cellules uniques qui vont être isolées dans des chambres. Et ensuite, on va pouvoir accéder vraiment au sécrétome, ça veut dire à l'ensemble des cytokines qui vont être sécrétées, donc comme j'ai dit, jusqu'à 32 avec le panel qui a le plus de marqueurs. Le deuxième élément clé, c'est l'automatisation. Donc on a 2 plateformes aujourd'hui, donc l'IsoSpark, ici, qui permet de mettre jusqu'à 4 puces, et l'Isolite qui permet de faire jusqu'à 8 puces. Donc si on est sur une analyse plutôt bulk, on va pouvoir passer jusqu'à 32 échantillons patients sur un IsoSpark en parallèle et 64 sur l'Isolite. Et donc, quand je parle d'automatisation, c'est que tout le process est vraiment automatisé. Une fois que les cellules une fois que la puce microfluidique est loadée avec l'échantillon, ensuite, tout va se passer à l'intérieur de l'appareil. Donc, comme je l'ai dit, donc, il va y avoir une incubation en conditions natives. Donc, les cellules vont être incubées à 37 degrés, 5% de CO2, parce qu'on veut capturer vraiment des signaux de sécrétion, notamment en termes de sécrétion de cytokines qui sont pertinents, qui vont être corrélés derrière une réponse plutôt persistante et durable. Et deuxièmement, il va y avoir une plateforme d'imagerie, donc qui va permettre de faire 2 choses, de détecter à la fois les single cells, donc les cellules uniques, puisqu'on va marquer ces cellules. Et deuxièmement, le deuxième laser va permettre de vraiment capter le signal provenant des cytokines qu'on a capturées, puisqu'on est sur un principe ELISA, avec un premier anticorps de capture, une fois que la cytokine est capturée, il y a un second anticorps qui vient se fixer, qui est couplé à un dye fluorescent, et c'est ce signal qu'on va capturer. Et ensuite, tout est automatisé jusqu'à l'analyse des données, et on fournit non seulement on donne l'accessibilité aux data brutes, mais on fournit également des graphes qui sont directement utilisables, donc des 3D Tisney, des UMAP, des heatmaps, donc tout ça est accessible directement sur le software. Et donc, oui. Monsieur Ferrat, on a un peu dépassé le temps. Est-ce que vous Mais on a pouvez démarré. conclure rapidement? Mais Oui. on a un petit peu dépassé, donc si vous pouvez Ouais, conclure un on peu avait plus rapidement. démarré aussi un petit peu, 5 minutes un peu. Donc les 3 avantages, c'est vraiment le multiplexing, donc le faible volume. Donc les 3 types d'applications dont j'ai parlé, donc vraiment l'analyse bulk, la capacité aussi d'analyse single cell sur la même plateforme. Donc là, je vous ai mis une liste, voilà, des panels qu'on a développés, mais on est en train de s'étendre, notamment en termes d'applications, bien entendu, avec le métabolisme cellulaire qui va arriver, et bien entendu les modèles d'organismes qu'on va mettre en place. Donc on a des panels humains, murins et primates.
Et bien entendu, l'impact également ici de cette technologie, c'est que la polyfonctionnalité, comme j'ai dit, donc, va permettre de discriminer les répondeurs versus les non-répondeurs dans différents domaines. Donc, si vous avez besoin de publications, on pourra vous les envoyer. Et donc, juste pour finir, c'est l'impact que peut avoir donc, cette technologie, notamment en oncologie. Donc, on a une collaboration avec Kite Pharma. Et bien entendu, on a fait une étude sur une vingtaine de patients ici. Et ce qu'on a pu démontrer, c'est qu'on pouvait corréler vraiment l'augmentation de la polyfonctionnalité cellulaire à la réponse en clinique, mais également prédire des effets, par exemple, de toxicité, puisqu'on sait que les thérapies cellulaires donc, ont un effet toxique, notamment neurotoxique, par exemple. Donc, la technologie a un effet vraiment prédictif. Ici, c'est les résultats qu'on a obtenus avec notre collaboration avec Nectar. On a pu montrer que l'augmentation de polyfonctionnalité était corrélée également à une meilleure survie chez les patients. Et pour finir, bien entendu, donc la polyfonctionnalité cellulaire commence à devenir donc un standard. Notamment, il y a plusieurs publications qu'on a eues et notamment, je vous renvoie aux dernières publications sur Nature Medicine. Donc, vous aurez cette présentation. Et si vous aurez besoin voilà, de plus de détails, on peut vous envoyer les références. Voilà. Merci beaucoup. On va laisser la parole à M. Cora pour la démonstration du logiciel associé. Très bien, merci. Merci. Bon, donc, je suis partagé. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon. Parfait. Donc, merci à tous. Donc, moi, je suis Afid Cora, Technical Specialist chez Isoplexis. Je vais vous parler un petit peu du logiciel, du coup, IsoSpeak, qui va nous permettre ici d'analyser les données de single cell générées par nos plateformes, donc Isolite et Isospark. Le grand défi, en fait, finalement, dans les analyses single cell, ça va être vraiment l'interprétation de données. Et ici, avec l'IsoSpeak, ça favorise justement, ça facilite cette interprétation des données. Et l'idée, c'est vraiment que vous n'avez pas besoin finalement d'un bioinformaticien pour faire toute l'analyse derrière. Et voici un petit peu finalement la première interface que vous allez avoir dans l'IsoSpeak quand vous ouvrez le software. Un projet en fait va être un ensemble de données en fait reliées au même type d'expérience. Donc on a différents types d'applications comme Moral l'a présenté. Et là c'est l'exemple d'une application donc single cell adaptative immune où on va analyser finalement des cytokines qui sont impliquées dans la réponse immune adaptative. Et on peut analyser dans un projet un seul type de puce, donc ça va être soit du sécrétome ou soit de l'intracellulaire, ou aussi on a des applications en inflammation, en aussi analyse de tempête cytokinique, etc. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez votre set de données, on a ces 5 modules ici au milieu qui vont vous permettre de pouvoir analyser, stratifier, agréger, désagréger vos données. Donc ici, on va commencer par le module Project Info. Dans le module Project Info, en fait, vous avez la capacité ici de pouvoir renseigner les informations par rapport à vos échantillons. Donc, on va pouvoir avoir ici sur la gauche, du coup, les différentes puces. Donc, chaque ligne ici correspond à la puce analysée. On va avoir ici le type de cellule qu'on analyse avec le marqueur utilisé pour l'analyse. On va pouvoir renseigner des informations sur les donneurs, les types de donneurs, les groupes de donneurs si on les a, et aussi les types de stimulants. Mais si on travaille avec des cellules, par exemple, transduites, on va pouvoir aussi mettre des informations, notamment sur l'efficacité de transduction et aussi sur la viabilité ici. Viabilité qui est un facteur assez important justement pour cette technique, parce que du coup, on estime qu'il faut avoir environ 80% de viabilité, c'est ce qu'on recommande pour pouvoir passer sur ce type d'analyse. Dans le deuxième module ici, qui va être le data processing, ça va vous permettre en fait, puisqu'on a un système d'imagerie intégré dans la machine, on va avoir du coup des données d'imagerie qui vont être générées et ces images en fait vont être converties en données numériques. Et ces données numériques ici, on va obtenir ici le type, la qualité des cellules. Donc, on va capturer en moyenne 1000 cellules uniques. On capture entre 500 et 1500 cellules uniques. Et à côté, on va avoir ici ce score en fait de qualité, l'ISOQ score.
Et en fait, c'est un score qui est relié à la qualité de votre run, donc tout ce qui est stimulant, tout ce qui est préparation d'échantillons, tous ces facteurs sont pris en compte. Et en fait, une fois que si le run est qualitatif, on va avoir du coup un ISOQ score élevé, ici high, qui va apparaître en bleu. Et s'il est de faible qualité, on va avoir du coup un ISOQ qui va apparaître en violet. Et à ce moment-là, vous pourrez toujours prendre contact avec nos Field Application Scientists qui vont pouvoir, nos ingénieurs d'application qui vont pouvoir vous guider et comprendre mieux ce qui s'est passé dans ce run. Je vais passer directement au module Biomarker Analysis. Le module Biomarker Analysis, en fait, c'est ce module qui va vous permettre d'avoir les différentes visualisations qu'on propose dans le software et va vous permettre de mieux comprendre, d'aller un petit peu plus en détail finalement dans vos données. Au début, dans le module Project Analysis, je vous ai mentionné qu'il fallait remplir toutes les informations concernant les échantillons. C'est vachement important parce que toutes ces informations vont être traduites ici en fait en filtre de sélection qu'on peut voir ici sur la gauche. Et ces filtres de sélection, en fait, vont vous permettre de pouvoir aller dans le détail, du coup, analyser finalement vos données parce qu'on va avoir des informations concernant la stimulation, les donneurs, les groupes de donneurs, le type de cytokines qui sont analysés et qui sont présents dans le panel. Ici, la première visualisation que je vous montre, en fait, c'est ce qu'on appelle un T-SNE 3D. L'idée, en fait, c'est d'avoir une distribution un petit peu globale de votre échantillon. Là, on peut voir qu'on va discriminer finalement entre des groupes contrôle et des groupes stimulés ici. Et chaque point ici va représenter en fait une cellule unique. Et si on passe par-dessus, on peut voir en fait finalement les informations reliées à cette cellule unique. Ce qui est intéressant aussi avec le T-SNE 3D, c'est qu'on peut aller regarder un petit peu de manière plus intéressante, par exemple, les groupes fonctionnels finalement qui sont reliés finalement qui permettent cette discrimination. C'est-à-dire que dans les cellules uniques, on peut voir finalement à quel groupe de cytokines finalement appartiennent ces cellules uniques. Donc, on a pas mal finalement de filtres de sélection ici qui vont nous permettre de clusteriser, d'agréger, de stratifier un peu mieux nos données pour mieux les comprendre. Et tout ça est généré, comme vous pouvez le voir, de manière assez rapide et automatique. On va avoir également ici ici, ce graphe, finalement, qui est un graphe qui va nous permettre finalement d'avoir finalement l'intensité du signal finalement pour chaque cytokine qui a été détectée. Et à côté, si on prend ce graphe-là, l'intensité du signal, et qu'on le multiplie par le graphe de polyfonctionnalité qu'on va avoir ici. Donc, la polyfonctionnalité, comme Mourad le précisait précédemment, ce sont ces cellules en fait qui vont sécréter 2 ou plusieurs cytokines. Et on peut voir ici qu'on peut comparer du coup finalement entre ces cellules contrôle où la polyfonctionnalité est beaucoup plus faible par rapport au groupe finalement stimulé ici. Et le pourcentage, ce graphe en fait va nous donner en fait le pourcentage de cellules qui sont polyfonctionnelles dans notre échantillon. Donc quand on prend le pourcentage de cellules polyfonctionnelles dans notre échantillon multiplié par l'intensité du signal, ça va nous donner ici ce qu'on appelle le Polyfunctional Strength Index, donc l'indice de force polyfonctionnelle. Et cet indice de force polyfonctionnelle va nous permettre vraiment de discriminer finalement entre deux groupes. Ça peut être des groupes contrôle ou stimulés comme on peut le voir ici, mais ça peut être également des groupes répondeurs ou non répondeurs à une thérapie particulière. Donc ici, juste pour expliquer sur ce métrique, par exemple, si on compare dans le cadre d'un vaccin, la forte valeur de polyfonctionnalité va être, par exemple, le reflet finalement de la réponse protectrice, qu'apporte ce vaccin ou de la qualité de la réponse immunitaire qu'on peut observer. Si c'est par exemple dans le cadre de la comparaison de 2 immunothérapies, ça va être aussi l'information sur finalement le facteur pronostic, le meilleur pronostic qu'on peut avoir candidat immunothérapique A versus B, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller encore un petit peu plus loin, du coup, avec ce type de données. On va regarder ici le Polyfunctional Heatmap. Et ici, avec le Polyfunctional Heatmap, on va pouvoir regarder ici un peu plus spécifiquement dans les données. Ce qu'on va voir ici, en fait, sur ce graphe-là, ça va être finalement les différentes cytokines qui ont été sécrétées par chaque cellule unique. On va voir apparaître, plus on va vers la droite,
des groupes vraiment polyfonctionnels, donc des cellules qui vont sécréter vraiment des combinaisons de cytokines particulières et uniques. Et ici, en fait, ce qu'on voit apparaître entre ces deux groupes, c'est vraiment cette sous-population de cellules rares qui sont présentes, par exemple, dans les cellules stimulées et pas dans les cellules contrôle. Et ces sous-populations polyfonctionnelles de cellules ont été démontrées, en fait, il a été démontré qu'elles sont impliquées finalement dans les réponses finalement qu'on peut observer, ces réponses spécifiques, par exemple, à un traitement ou dans le cadre d'un vaccin, et elles sont prédictives finalement de la réponse corrélative chez le patient. Et on peut aller plus loin et voir en fait dans notre module data visualisation, on va pouvoir voir ici les types de cytokines qui vont contribuer finalement à cette réponse polyfonctionnelle dans chaque groupe, chaque groupe analysé. Alors, une dernière information, c'est que du coup, vous avez dans ce filtre sélection, ici, vous allez pouvoir analyser, approcher finalement différents types de paramètres. Vous pouvez choisir finalement de voir que ce qui est sécrété. Vous pouvez choisir de voir que tout ce qu'il y a dans le panel. Et la dernière information sur le PSI, c'est que vous pouvez le voir ici que dans ce qui constitue le PSI, on va pouvoir voir plus spécifiquement, du coup, dans chaque groupe fonctionnel, quelle est la part finalement de fonction finalement attribuée à ces cytokines, donc quel type de cytokine est impliqué, et ça va nous donner des informations sur le type de réponse, par exemple, qui va être déclenché en fonction du panel qu'on va utiliser. Là, on est dans un panel finalement d'immunité adaptative. On va regarder une réponse plutôt stimulatrice, donc on s'attend un peu plus à avoir des effecteurs, des cytokines effectrices, mais on a aussi des panels qui sont plutôt inflammatoires. On va avoir des panels aussi où, quand on va analyser par exemple des phosphoprotéines, du coup, là, on va parler plutôt de l'hétérogénéité fonctionnelle, mais pas du PSI. Donc, en fonction du panel et en fonction du type de données, du type d'analyse qu'on veut faire, on va pouvoir avoir accès à ces données ici de polyfonctionnalité, soit sous la forme du PSI ici, soit sous la forme de l'hétérogénéité fonctionnelle, ou soit sous la forme de polyfonctionnalité, soit sous la forme de l'étude de la polyfonctionnalité dans ces cadres de cellules d'analyse au niveau inflammatoire. Voilà un petit peu du coup ce que j'avais à vous présenter du coup sur le software. Eh bien, merci beaucoup, c'était vraiment très clair et très intéressant. Merci beaucoup, messieurs. Vous n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. En attendant, moi j'en aurais une déjà immédiate pour Monsieur Cora. Est-ce qu'on a accès, vous avez la représentation graphique et ça c'est vraiment pratique, et quand on n'est pas expert pour représenter ce type de données, mais est-ce qu'il y a quand même moyen d'extraire les données sources d'abondance? Effectivement, vous avez accès à toutes les données brutes qui sont générées dans le dernier module du coup que je vous ai pas présenté pour qu'on ait le temps d'avoir des questions. Mais effectivement, dans le dernier module qui est le data overview, vous allez pouvoir accéder en fait à toutes les données brutes, et tous les graphes en fait peuvent être également exportés finalement sur le PC de l'utilisateur. Et pouvoir les retravailler si on veut. Et pouvoir les retravailler. Exactement. Généralement, les gens vont, dans la plupart des publications, vous allez voir que les graphes que je vous ai présentés sont celles qui sont réutilisées exactement, et on a l'habitude de dire justement qu'elles sont prêtes aux publications finalement, ces données-là. Mais si elles ne répondent pas aux guidelines ou si on veut les modifier, on peut le faire. Tout à fait. Et pour Monsieur Ferrat, ce que je n'ai pas bien compris, c'est à partir de quel type de matériel, quelles sont les exigences sur le matériel de départ? Est-ce qu'on a forcément que des cellules en culture ou bien déjà isolées, ou est-ce qu'on peut travailler à partir de tissus? Est-ce qu'on peut faire séparer ces cellules à partir de tissus humains ou murins, et d'autre part, est-ce que ça exige d'avoir absolument du tissu frais, ou est-ce que cette microfluidique serait compatible avec des tissus, des cellules qui ont été fixées et ensuite isolées, par exemple, au hasard par microdissection laser? Ok, donc on travaille sur cellules vivantes. Donc ces cellules, bien entendu, peuvent être isolées à partir de tissus. Donc on n'a pas eu le temps aussi de montrer, mais donc le protocole va être un protocole standard utilisé
donc on va faire par exemple un enrichissement, c'est ce qu'on va conseiller, donc travailler vraiment sur des populations ou des TCD4 ou des TCD8, donc on va les isoler avec par exemple les billes milténiques qui existent sur le marché, et ensuite on va marquer, donc on fournit des marqueurs pour les différents types de cellulaires. Donc on va travailler sur des cellules immunes vraiment, et on va, en fonction de la réponse qu'on va essayer de voir, donc si on est sur une réponse par exemple plus effectrice, donc bien entendu on va cibler peut-être plus les TCD8, donc par exemple les cellules NK, donc la plupart voilà, vont faire plusieurs types cellulaires. Donc en matériel, donc bien entendu cellules. Après tissu fixé, non du coup dans ce cas-là. Euh, et après, voilà, Afid pourra compléter, mais voilà un peu ce qu'on peut dire là-dessus. Donc, on garde le protocole standard, on enrichit un type cellulaire et ensuite. Et ensuite, on le rentre dans la machine. Ouais. J'ai une question sur le chat. Est-ce qu'il est possible de modifier la concentration en oxygène dans la machine où sont placées les cellules uniques? Je vais répondre à Afid. Ouais. Oui, non, ce paramètre est fixe. En fait, on va pas pouvoir faire des expériences où vous allez travailler, par exemple, en conditions d'hypoxie ou un truc directement sur la machine. C'est vraiment standard. On est à 37 degrés, 5% de CO2. Par contre, vous avez la main sur tout ce qui est préparation de l'échantillon en amont, où on va pouvoir vous accompagner. Bien sûr, comme Moral le disait, ça va être enrichissement dans la sous-population d'intérêt. On va pouvoir stimuler derrière et ensuite marquer et charger sur la puce. Donc, pour ces différentes étapes, on va pouvoir travailler sur différents paramètres. Bien sûr, on a des protocoles, on a une vingtaine de protocoles validés sur différents types cellulaires et sur différents types d'approches. Et l'idée, c'est vraiment de vous accompagner à chaque étape, justement, de la mise en place du design expérimental pour obtenir les meilleurs résultats en sortie du système. Voilà, vous nous guidez sur la partie en amont pour optimiser au mieux. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Moi, j'avais une question par rapport au panel que vous proposez. C'est très orienté immunité, mais en cancéro, il y a pas mal de choses intracellulaires et les voies de signalisation qui nous intéressent. J'ai vu que vous avez des panels très phospho. Est-ce qu'il y a la quantification de la protéine entière correspondante à chaque fois? Ou c'est juste la phosphorylation qui est quantifiée? Alors actuellement, on quantifie principalement juste la phosphorylation. On n'a pas la protéine entière en face, mais c'est quelque chose qui va certainement se développer. Mais là-dedans, on a aussi, effectivement, on a aussi dans nos panels, vous allez pouvoir voir certains gènes de ménage justement pour pouvoir apporter justement pour faire toutes ces quantifications. Et puis on a pas mal de trucs dans le logiciel justement qui vont nous permettre de pouvoir approcher et normaliser justement ces données qu'on va obtenir de phosphorylation. Mais d'expérience, si l'expression de la protéine de base bouge, si on voit une modification de la phosphorylation, on ne sait pas si ça vient de la protéine de départ ou d'une activation du signal de transduction sur cette protéine. Donc c'est vrai qu'avoir la protéine entière associée, ça serait quand même un plus par rapport à l'exploration de ces voies. Tout à fait. Au niveau timing, il nous reste 2 minutes, mais je vais peut-être en profiter du coup pour poser encore une dernière question, s'il n'y a pas une autre question sur le chat. Est-ce que, en fait, ces approches, ça peut être très complémentaires d'approches exploratoires, parce que là, vous êtes sur des choses très ciblées, très caractérisées. Et quel est votre rythme ou vos intentions de développer des nouveaux panels ou d'adapter des nouveaux panels pour que si on identifie des choses qui ne sont pas bien caractérisées en cancéro, est-ce que vous pouvez faire des panels à façon? Alors, sur cette question-là, il faut d'abord revenir sur le nombre de panels. Donc, comme vous avez vu, il y a un grand nombre de panels. Donc, on adresse beaucoup de thématiques avec ces panels-là. Donc, on a de mémoire, peut-être, si je ne me trompe pas, on en a 13 et 19 en développement. Donc, il y a pas mal de panels qui vont arriver en 2022. J'ai oublié de mentionner. Ou extra, enfin, encore cytokine ou un peu de tout. Il va y avoir des cytokines. Donc, on travaille sur le métabolisme aussi. Je voyais que c'était aussi un des deux topics. Et surtout, on va avoir une approche aussi duomique. On va pouvoir regarder à la fois les transcrits, mais également ce qui se passe au niveau protéomique. Donc, on va voir les deux. En même temps. Ouais, et en même temps. Ouais. D'accord. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, on a eu des premiers résultats qui ont été présentés au site C. Donc, on devrait avoir la solution en 2022. Et donc, ce que je disais en termes de custom, pour l'instant, comme on l'a dit, donc on a commencé également à travailler. Donc, en custom, on va être
On va surtout se concentrer sur des très gros projets, prioriser les gros projets, mais les États-Unis réfléchissent vraiment aussi à développer ces capacités-là. Donc, en 2022, ça pourrait bouger là-dessus, mais pour l'instant, ça va être, bien entendu. Bon, remontez-nous ces informations si vous avez un Bien panel sûr. custom en particulier. Il se peut que ça rentre aussi dans la barre aussi en termes de cut-off, on va dire, de il faut que ça soit pertinent également pour nous commercialement. Mais c'est des choses ouais, qu'on regarde également de près parce que ça nous aide également à prioriser peut-être aussi des panels qui ne sont pas visibles maintenant commercialement, mais qu'on a peut-être dans le pipe. Mais qui vont le devenir. Voilà. Ok. Bon, mais merci messieurs. De toute façon, on continuera cette discussion au moment de la table ronde. Je vais laisser la parole à Monsieur Fleury pour la société Tenix Genomics. Merci. Bonjour, merci beaucoup. En effet, donc je vais partager mon écran. Je pense que vous pouvez le voir. C'est OK. Très bien, merci. Donc, merci de nous inviter à cet événement. Effectivement, Tenix Genomics, comme vous le savez peut-être déjà, est spécialisé en single-cell sequencing et en spatial multiomique. Donc, nous allons couvrir ces deux aspects d'ores et déjà dans cette première présentation. Et ensuite, Maya Saleh, qui utilise nos solutions, vous présentera ce que l'on peut faire avec ces solutions. Donc, plutôt que de vous présenter en détail Tenix Genomics, qui est déjà connu, je voudrais insister sur ce que Tenix Genomics permet de faire. Ici, vous avez un tissu qui peut être un micro-environnement tumoral où l'on voit énormément de cellules. Ce sont des cellules, bien sûr, potentiellement tumorales, des cellules spécialisées, immunitaires, etc., etc. À l'heure actuelle, ou jusqu'à l'avènement du single-cell sequencing, vous aviez deux possibilités pour étudier ce tissu. C'était soit de capturer l'hétérogénéité cellulaire en utilisant la cytométrie en flux ou le site-off, soit de vous positionner sur une base découverte en faisant du RNA-seq, c'est-à-dire de capturer de manière non biaisée tout le transcriptome, parce qu'à l'heure actuelle, il y a quand même énormément de choses que l'on ignore encore en biologie. Le single-cell sequencing, ça permet vraiment de réconcilier ces deux approches, c'est-à-dire de faire du single-cell, de garder la résolution, mais aussi de capturer de façon non biaisée tout ce qui est exprimé dans chacune de ces cellules. Donc, pour chacun de ces points ici, nous allons avoir des milliers de marqueurs et nous n'avons pas besoin d'avoir d'hypothèses prédéterminées pour les découvrir. Et bien sûr, lorsque vous faites du single-cell, vous perdez la résolution spatiale et ça peut être très important, notamment dans le cancer, dans l'évolution des tumeurs. Et c'est pour cette raison qu'il y a à peu près 2 ans, nous avons lancé le Visium spatial transcriptomique qui permet de faire un peu la même chose que pour le single-cell sequencing, de capturer l'ensemble des transcrits, mais dans ce cas-là, dans un contexte tissulaire. Donc, on garde la morphologie, on sait d'où vient le transcrit. Pour commencer par le single-cell, il y a énormément d'études qui ont utilisé le single-cell, en oncologie en particulier. Il y a plus de 3000 études à l'heure actuelle utilisant les plateformes 10x. Et vous pouvez voir un petit peu un exemple de ce qui peut être fait avec ces 3 publications. Soit vous pouvez vous intéresser, comme je l'ai dit, à toutes les cellules du micro-environnement tumoral, que ce soit les cellules immunitaires, stromales, tumorales, de capturer l'ensemble des transcrits pour décrire ce qui se passe exactement pour avoir une représentation de tous les événements et de toutes les interactions entre les cellules. Mais aussi, vous pouvez très bien ne trier qu'un type cellulaire ou qu'un sous-type cellulaire, tel que les cellules stromales. Vous avez le papier à gauche ici de Kiefer, qui vient de l'Institut Curie, où ils se sont intéressés au cancer associated fibroblasts. Et ce qu'ils ont montré, c'est que même ce type cellulaire, il y a en fait 8 états différents, dont 5 qui sont très importants. Et vous pouvez voir que lorsqu'ils ont étudié différents patients, ils se sont aperçus que la répartition de ce nombre ou de la proportion de chacun de ces sous-types de CAF était très hétérogène entre les patients. Et ils ont montré ensuite que ces cellules sont très importantes dans la régulation de la réponse immunitaire contre le cancer du sein. Hétérogénéité après un traitement, tel que dans le cas de ces cellules du poumon, ici, de cancer du poumon, après un traitement avec la première ligne de défense, le traitement Plactinium, vous pouvez voir que certains patients répondent et certains patients ne répondent pas. Et les patients qui ne répondent pas montrent une diversité cellulaire qui est beaucoup plus importante et aussi une diversité des molécules qui sont exprimées par ces différents types cellulaires. Nous ne pouvons approcher ces patients, ces échantillons, qu'en étudiant énormément de cellules de manière totalement non biaisée. Et on va donc passer à comment on peut étudier, comment ça marche essentiellement. Donc voici le workflow Tenix Genomics. Donc on va commencer avec des cellules qui sont dissociées, viables. Pour cela, on vous laisse la main. Elle peut être triée également. Ça peut être soit des cellules entières, soit des noyaux cellulaires. C'est vous qui décidez en fonction des applications, en fonction de ce que vous avez accès. Une fois que vous avez ces cellules, vous allez les charger sur cet instrument.
Ces deux instruments, ce sont les instruments Chromium Controller et Chromium X qui vont permettre de partitionner les cellules entre 500 et 320 000 par run en fonction des instruments, des setups et de ce dont vous avez besoin également. On va capturer entre 40 et 65% des cellules que l'on charge. Ça veut dire qu'on ne va pas perdre beaucoup de cellules, ce qui est important pour caractériser les cellules rares qui peuvent être perdues plus facilement. Une fois que cela est fait, une fois que les cellules sont partitionnées, on va aller à la paillasse où on va préparer une librairie de NGS, séquencer sur des instruments Illumina, puis analyser soit sur nos logiciels, on en offre deux, Cell Ranger pour l'analyse pure et dure bioinformatique et Loop Browser qui est un logiciel facile d'analyse pour les non-bioinformaticiens qui peuvent être téléchargés librement sur notre site et installés sur votre PC ou Mac, ou alors sur des logiciels tierces pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Alors, comment le partitionnement s'effectue et comment peut-on séquencer en bulk alors qu'on veut une information au niveau single cell? Eh bien, tout cela se passe sur le système Chromium. Vous voyez ici ce système de microfluidique. On va charger des cellules dans un puits, des billes dans un autre puits, puis les pomper vers un troisième puits qui contient de l'huile à l'état statique. Donc, on va créer une émulsion dans laquelle vont se trouver nos cellules, nos billes, mais aussi des enzymes. Et ces billes dont je vous parle, elles possèdent des oligonucléotides que l'on voit. Donc, on va liser les cellules à l'intérieur des émulsions. Les ARN messagers vont être capturés par ces billes. Et puis, la reverse transcription va s'opérer à l'intérieur de ces gouttelettes, ce qui veut dire que le cDNA va acquérir un code barre positionnel. Donc, toutes les molécules à l'intérieur d'une seule gouttelette vont toutes se voir adjoindre ce code barre. Donc, c'est une séquence de 16 paires de bases. Et c'est ainsi que lors du séquençage, à chaque fois qu'on va trouver une séquence particulière, on pourra replacer la molécule à la cellule dont elle provient. Si vous voulez représenter cela avec des couleurs, vous pouvez voir que toutes les molécules de la cellule 1 auront donc la même séquence de 16 paires de bases bleues, alors que toutes celles de la cellule 2, par exemple, auront toutes la même séquence verte. Mais que peut-on faire au niveau single cell? Eh bien, on peut mesurer différents analytes. On peut s'intéresser soit à l'ARN, en whole transcriptome ou en ciblé, mais aussi à l'épigénome, à l'accessibilité de la chromatine en faisant du single cell ataxique, ou alors aux protéines de surface telles que vous le feriez avec la cytométrie en flux. Vous pouvez également combiner ces différentes modalités entre elles. Vous pouvez très bien faire de l'ataxique et du RNA-seq à partir de la même cellule. Vous pouvez également combiner le RNA-seq et les protéines ou les récepteurs des lymphocytes T et B, par exemple. Si nous nous intéressons aux protéines, vous devez vous demander comment peut-on détecter des protéines par séquençage. C'est assez simple. On va tout simplement conjuguer notre anticorps avec une séquence spécifique. De la même façon que vous conjugueriez votre anticorps avec un fluorochrome spécifique, dans ce cas, nous allons conjuguer notre anticorps avec une séquence de 15 paires de bases qui sera spécifique d'un anticorps donné. Et cet oligonucléotide qui est conjugué, non seulement il a cette étiquette spécifique, mais aussi une séquence de capture qui va être le complément inverse des séquences de capture qui sont situées à la surface de nos billes dont on parlait. Donc, l'information, lorsqu'on va faire notre lise cellulaire dans l'émulsion, eh bien, l'information de quel anticorps c'est lié à quelle cellule va être capturée par les billes et séquencée lors du séquençage. Pourquoi aller mesurer les protéines de surface? Tout simplement parce que, bien, comme les présentations précédentes l'ont dit, la protéine, c'est le niveau de fonctionnalité d'une cellule, et puis ça va complémenter le RNA-seq. On va regarder les deux niveaux d'information. On peut également, et ça c'est très important, comme dans cette étude, multiplexer beaucoup d'anticorps et détecter énormément de protéines. Vous pouvez voir ici qu'ils ont utilisé un panel de près de 200 anticorps, ce qui ne peut pas être fait en cytométrie en flux, en tout cas dans le même tube. Il y a à l'heure actuelle des panels qui vont jusqu'à 270 anticorps. C'est quelque chose que l'on offre avec nos partenaires de BioLégende. Ils vous offrent les anticorps qui sont déjà couplés à ces oligonucléotides afin que vous puissiez implémenter ceci de façon simple. Et vous pouvez voir ici que dans la publication du VIB en Belgique, ils ont étudié 230 000 cellules cancéreuses, notamment cellules immunitaires, et ils ont étudié à la fois le transcriptome et les protéines de surface pour une résolution vraiment extrêmement importante des types cellulaires et des états cellulaires qui sont présents dans ces différents types de cancers. Parlant des lymphocytes T et B, évidemment, la réponse immunitaire est extrêmement importante dans le cas des processus tumoraux et on veut les caractériser le plus possible avec le plus de paramètres différents possibles. Vous pouvez bien sûr caractériser toutes les cellules immunitaires en ne vous intéressant qu'au transcriptome.
et vous intéressez aux cellules adaptatives, mais également innées. Et si vous vous intéressez plus particulièrement aux lymphocytes B et T, il y a une chose que l'on peut faire, c'est que l'on peut caractériser les répertoires les répertoires lymphocytaires. Donc, avoir une information sur quels sont les récepteurs TCR, BCR qui sont exprimés et qui sont trouvés notamment au sein d'une tumeur. Comment travailler au niveau single cell? On va pouvoir avoir l'information des répertoires au niveau single cell. Si on prend cet exemple où on va regarder les lymphocytes, donc nous avons des PBMC ici. Si je vous demande quels sont les lymphocytes, vous ne pourriez pas répondre en regardant juste ce Disney plot. En revanche, si on s'intéresse qu'aux récepteurs, eh bien, on peut voir que toutes ces cellules expriment un récepteur, donc ce sont des lymphocytes. On peut aller plus loin. On peut avoir une information sur quelle est la recombinaison des séquences VDJ qui s'expriment dans chacune de ces cellules. Et vous pouvez voir ici, on a pris une table, alors j'ai pris juste les premières lignes de la table. Vous pouvez voir toutes les combinaisons VDJ qui sont exprimées dans certaines de ces cellules. Et vous pouvez avoir le nombre de clones également qui expriment chacune de ces combinaisons. Donc, vous avez une information sur l'expansion du répertoire lymphocytaire. Et si vous avez une base de données qui est très bien faite, puisque vous pouvez aller encore plus loin et avoir accès à la séquence, CDR1, CDR2, CDR3, mais également une partie de la région constante. Si vous avez une très bonne base de données, vous pourriez avoir une information sur quels sont les antigènes qui ont généré cette expansion lymphocytaire. Ces applications ont été utilisées dans de nombreuses publications, là encore, et on peut en citer deux déjà, notamment chez les collaborateurs qui travaillaient sur les CAR T-cells. Donc eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils préparaient des produits d'infusion à partir des patients, et puis, ils séquençaient, ils caractérisaient au niveau single cell ces produits d'infusion. Donc, ils avaient une information sur les récepteurs que chaque CAR-T qu'ils réinjectaient exprimait. Et ensuite, après réinjection à 4 patients, ils pouvaient faire des ponctions. Donc, ce sont des patients qui étaient atteints de différents types de leucémie. Ils pouvaient faire des ponctions du sang et bien, suivre le devenir de cette population qu'ils avaient réinjectée. Puisqu'ils savent exactement quelle est la séquence du récepteur, ils utilisent ceci en fait comme une ID, comme l'identité de chaque cellule, et voir quel est le transcriptome à l'intérieur de ces cellules, donc voir si elles sont exhaustées ou alors si elles sont effectives, et donc les suivre au cours du temps. Même chose pour un traitement pas chimiothérapie, mais immunothérapie, où les auteurs, donc c'était un cancer de la peau, ils se sont intéressés à ce qui se passait avant et après traitement, et ils ont notamment montré que les répertoires lymphocytaires qu'ils trouvaient après traitement étaient différents des répertoires lymphocytaires qu'ils trouvaient avant traitement, et ils pouvaient suivre le niveau d'exhaustion, donc voir l'efficacité de l'immunothérapie. Mais je vous parlais de la spécificité antigénique. C'est quelque chose qui est très intéressant également à suivre, et vous pouvez voir ici que Cauchy et collaborateurs l'ont fait. Ils ont essayé de trouver quels étaient les antigènes que les lymphocytes T pouvaient reconnaître, les lymphocytes infiltrants en particulier. Alors, il faut étudier beaucoup de cellules, d'où l'intérêt d'utiliser un instrument comme le Chromiomix, qui va vous permettre de séquencer jusqu'à 320 000 cellules par run. Et ils ont mis en évidence ce répertoire lymphocytaire dans la tumeur, c'était des tumeurs de cancer du poumon, je crois. Alors, ils ont utilisé du bulk pour caractériser la spécificité antigénique, mais ils auraient pu utiliser des solutions single cell. On a parlé de cette option de conjuguer des anticorps avec des oligonucléotides. Eh bien, on peut le faire avec des antigènes ou des structures qui imitent la cellule présentatrice de l'antigène, comme proposé par Immudex, par exemple. Et vous pouvez tout simplement conjuguer, donc commander l'une de ces structures pour chaque antigène particulier qui vous intéresse, les conjuguer avec différents codes barres, et puis dans un même tube, les tester par exemple 44 spécificités antigéniques de vos lymphocytes T. Ça fonctionne également pour les lymphocytes B. Vous pouvez donc, pour une cellule lymphocytaire, T ou B, avoir 4 niveaux d'information: le transcriptome, le protéome, le récepteur, mais également la spécificité antigénique. Ça peut être fait sur n'importe lequel de nos instruments, vous en avez certains à Bordeaux, mais si vous avez besoin d'une expertise un petit peu plus poussée dans l'analyse et l'intégration de ces données, vous pouvez vous adresser à certains de nos partenaires comme Parean Biotechnologies, une société française qui propose cette expertise du répertoire immunitaire, de l'analyse et de l'intégration de données. Ils utilisent bien sûr les technologies 10X, mais vous pouvez très bien ne les contacter que pour l'analyse si vous le souhaitez. On peut également parler de tout ce qui est non génétique, c'est-à-dire que
Vous connaissez le génome, vous savez que certaines mutations vont générer certains clones et donc certains phénotypes cellulaires. Mais il faut savoir qu'il y a de plus en plus, on reconnaît de plus en plus qu'il y a des données non génétiques, mais contenues au niveau de l'épigénome qui vont influer sur le phénotype cellulaire. Et pour cela, on offre le single cell ATAC-seq qui va nous permettre de capturer toutes les régions de la chromatine qui sont accessibles à leur facteur de transcription. Et lorsque l'on va faire cela par l'utilisation d'une enzyme qui va s'intercaler dans les régions qui sont accessibles, on va pouvoir séquencer ces régions, donc avoir une information sur quelles sont les régions qui sont accessibles, mais également quels sont les motifs qui sont contenus sous ces régions accessibles, donc quels sont les facteurs de transcription qui peuvent se lier à ces régions accessibles. C'est une approche, là encore, non biaisée, whole genome, qui nous permet d'avoir vraiment une image d'ensemble de ce qui se passe, et également une image de la régulation des gènes suite à un changement de l'accessibilité de la chromatine. Et vous avez pour chaque cellule, vous pouvez avoir, en utilisant le multiome, pour chaque cellule, deux niveaux d'information. Vous avez l'expression génique et l'accessibilité à la chromatine qui sont ainsi reliés. Vous avez ce genre d'informations de Loop Browser, ce logiciel dont je vous parlais qui est facile d'utilisation, où vous avez toutes les régions qui sont ouvertes dans chaque type cellulaire et l'expression des gènes ou de chaque gène dans également chaque type cellulaire et donc faire la corrélation entre ces deux niveaux d'information. Pour finir, je voulais vous parler de quelque chose qui est un petit peu différent, qui s'appelle la spatiale transcriptomique et dont Maya Saleh va vous parler aussi. Elle va vous montrer certaines données. Qu'est-ce que la spatiale transcriptomique dans l'interprétation par 10x Genomics? Eh bien, c'est assez simple. Il s'agit tout simplement de prendre cette section de tissu, comme là un échantillon de cancer du sein, et au lieu de le poser sur une lame de microscopie classique, de le poser sur une lame un petit peu particulière qu'on appelle la lame Visium, qui est couverte de spots. Et chacun de ces spots va nous permettre de capturer l'ensemble du transcriptome. Donc vous allez avoir des centaines ou des milliers de jeux de données qui vont être récupérés à partir d'un seul échantillon. C'est un petit peu comme si vous essayiez de disséquer votre tissu en petits fragments, gardant l'information sur d'où provient chaque prélèvement et que ensuite vous alliez faire du RNA-seq sur chacun de ces centaines ou milliers de tubes. Le workflow lui-même se décompose comme suit. On ne va pas partir de cellules dissociées, on va tout simplement partir de blocs qui sont montés soit en OCP, soit en paraffine. On a deux workflows séparés. On va les poser donc sur ces lames particulières. Vous voyez, chaque lame a 4 zones de capture pour 4 échantillons. On va effectuer ensuite une coloration de ces échantillons en H&E, si vous le souhaitez, prendre une photo et puis aller au laboratoire de biologie moléculaire pour préparer une librairie de NGS, séquencer sur les séquenceurs Illumina, puis l'analyse va être également faite sur nos logiciels dont je vous parlais. Cette fois-ci, le logiciel d'analyse Space Ranger. En revanche, pour la visualisation, ça reste Loop Browser, qui est, comme je l'ai dit, libre à télécharger sur notre site Internet. Mais vous remarquez que le séquençage se fait ex situ. Alors, comment peut-on remettre dans le contexte notre molécule, puisqu'on va séquencer sur un séquenceur et non pas sur la lame? Eh bien, il s'agit tout simplement d'utiliser des code barres positionnels, code barres géographiques essentiellement sur la zone de capture. Vous voyez ici la zone de capture. Si on zoome, on peut voir 5000 spots, donc on a 5000 jeux de données potentiellement que l'on peut capturer. Et si on zoome sur ces spots, on voit qu'ils font 55 microns de diamètre, donc on n'est pas encore au niveau résolution single cell, même si on y vient. Et ils sont constitués d'oligonucléotides qui vont, comme nous l'avions discuté pour le single cell, capturer les ARN messagers et apposer un code barre qui, cette fois, va être un code barre positionnel, c'est-à-dire que toutes les molécules qui proviennent de ce spot barre vont toutes avoir cette même séquence de 16 paires de bases qui va la caractériser. Nous avons deux workflows. Dans le cas des tissus congelés, on va capturer directement les transcrits via leur partie poly-A, comme vous pouvez le voir sur le diagramme du dessus. Mais dans le cas des échantillons FFPE, on va devoir recourir à des sondes qui vont, parce que les ARN sont très fragmentés, donc des sondes qui vont s'hybrider aux ARN qui sont présents et qui vont apporter une partie poly-A synthétique. Et donc, on va capturer et séquencer la sonde. Séquençage sur les instruments Illumina, comme je le disais, reconstitution des données par Space Ranger. Et bien, la question qui se pose, c'est de savoir combien de gènes peut-on recouvrir par zone, par tissu, par échantillon. Et la réponse, elle est bien des milliers de gènes. Vous pouvez voir ici sur cet échantillon de cancer du sein que si on s'intéresse au nombre de gènes qui sont capturés par chaque spot, on peut avoir entre 0 et 8000 gènes qui sont capturés
parce qu'évidemment, notre tissu va être très hétérogène, avec des régions qui sont très actives transcriptionnellement, puis d'autres régions qui le sont beaucoup moins. Une question évidente que vous posez peut-être, en plus de combien de gènes peut-on obtenir, c'est est-ce que c'est une méthode qui est très reproductible? Donc, on a testé les coupes consécutives que l'on a traitées, que ce soit pour le FFPE ou pour le congelé, et en reportant le résultat d'une coupe et de sa coupe consécutive, notamment les niveaux d'expression des différents gènes, vous pouvez voir que la corrélation est excellente. Donc, vous ne devez pas vous inquiéter sur des variations techniques de cette méthode. Pour la dernière minute qu'il me reste, je voulais vous annoncer ce qui va venir, notamment très prochainement. Et ce qui arrive en prochain trimestre, donc d'ici 3 mois à peu près, ça va être la possibilité de multiplexer, donc de détecter le transcriptome au niveau spatial, mais également le protéome. Et l'on va donner accès à cette possibilité pour le workflow FFPE notamment, avec des panels de dizaines, voire de centaines d'anticorps. Alors, ces anticorps, comment cela va fonctionner? Eh bien, c'est le même principe que pour le single cell. On va conjuguer notre anticorps avec un code barre, avec une séquence, un oligonucléotide, qui va contenir un code barre qui va être spécifique de cet oligo. Et puis, on va incuber nos oligos ainsi marqués avec nos tissus. Et les codes barres seront tout simplement capturés par les spots, par les oligonucléotides qui sont sur les spots positionnels que l'on a vus au préalable, qui sont donc sur la lame. Et donc, on va capturer et séquencer l'information sur de quel anticorps c'est lié à quel endroit dans la coupe. On aura des panels, comme je vous l'ai dit, qui vont être essentiellement orientés onco et neuro dans un premier temps. Et vous pouvez voir ici, pour ces échantillons d'amygdale, on a utilisé des panels de 12 anticorps, ce qui peut paraître beaucoup si vous faites de l'histo classique, mais qui est en fait assez peu si on s'intéresse aux capacités potentielles de cette approche. Et vous pouvez voir différents marqueurs, notamment CD4, dont on sait que les lymphocytes T sont assez transitoires en termes d'expression, ou alors CD45 RA, que l'on ne peut pas capturer en single cell ou en spatial, tout simplement parce qu'on utilise des fragments courts, donc on ne peut pas avoir les isoformes, en tout cas si on utilise le séquençage Illumina. Et CD45 RA, on peut utiliser un anticorps et donc détecter les différentes cette isoforme particulière. Et si on s'intéresse à la différence entre l'expression protéique et l'expression transcriptomique, et si on sélectionne en particulier des gènes dont on sait que l'expression est très transitoire, on peut voir qu'effectivement, il y a une correspondance. Donc, on a les résultats du protéome en haut et du transcriptome en bas. Et on peut voir qu'on a une correspondance, mais qu'on a une image beaucoup plus claire en protéines qu'en transcriptome pour ces transcrits que l'on a choisis de manière spécifique. Application également, cancer du sein, avec la même comparaison anticorps et ARN. On peut voir notamment utiliser des marqueurs tels que HER2 qui sont classiquement utilisés pour caractériser ce genre de pathologie. Et puis enfin, dernière slide, je le promets, autre annonce qui va donc arriver en 2022. Je n'ai pas trop insisté, mais donc les spots font 55 microns de diamètre, ce qui n'est pas encore niveau single cell. On va avoir une lame dont les spots seront beaucoup plus petits, entre 4 et 5 microns seulement de diamètre. Donc, on sera au niveau cellulaire, voire sous-cellulaire. On va également augmenter la densité des spots et ça permettra tout ce que je viens de décrire, donc whole transcriptome, mais également protéome. Milieu 2022, deuxième partie de 2022, c'est annoncé. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous vous intéressez à nos solutions, vous pouvez évidemment aller sur notre site internet ou bien nous envoyer des emails. Et puis, vous pouvez également télécharger des données publiques. Ça, c'est quelque chose que TenX fait beaucoup. Donc, si là, vous êtes dit, tiens, c'est très intéressant, j'aimerais aller un petit peu plus loin dans l'analyse, jouer un petit peu avec les données, allez sur notre site pour télécharger les données publiques et télécharger Loop Browser. Et amusez-vous bien. Merci. Merci Christophe. On va laisser la parole au docteur Maya Saleh, donc directeur de recherche chez Immunoconcept, qui va donc nous présenter en pratique des applications TenX. Merci Maya et Christophe pour ces présentations vraiment très riches. Je vais poser quelques questions à Christophe sur la techno du Visium sur TenX. Si j'ai bien compris, Christophe, c'est bien les ARN sont capturés par la queue POLIA. Okay. Donc, on capture les ARN messagers. Qu'en est-il de tous les autres ARN, miRNA, tous les isoformes? On ne peut pas les capturer via le Visium? Il faudra choisir une autre technologie?
Ouais, non, les miRNA, non, c'est pas possible. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas polyadénylés. Alors, les précurseurs doivent l'être à un moment donné, mais ce n'est pas ce qui est intéressant. Et pour le FFPE, par exemple, on utilise des sondes. Alors, on pourrait imaginer essayer de les capturer comme ça, mais en fait, ils sont tellement courts qu'on ne peut pas faire un design de sonde qui puisse les capturer. Par contre, quand vous parlez d'isoformes, là, je voudrais insister sur une chose, c'est qu'à un moment donné, après que vous fassiez le complément inverse, donc avec la transcriptase, vous avez en fait des cDNA qui sont quasiment dans toute leur longueur, à part peut-être les transcrits qui sont très longs, mais vous avez des cDNA qui sont très longs. C'est juste qu'on doit les fragmenter pour être compatible avec les séquenceurs Illumina, short-read ensuite. Mais il y a déjà des groupes qui ont utilisé des séquenceurs alternatifs tels que PacBio, tels que Oxford Nanopore, afin de capturer les longs cDNA et donc de faire une caractérisation des isoformes. Donc, on peut faire une caractérisation des isoformes sous forme spatiale. C'est juste qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment tout nouveau. C'est le tout début. Mais c'est une possibilité. Et je pense à l'avenir, ça va se développer. D'accord. Et nous, on est capable de voir les long non-coding RNA aussi dans le dataset. Donc, pas les micro-RNA, mais les long non-coding RNA. D'accord, ok. Et alors, tout ce qui est FFPE aussi, c'est génial parce que ça ouvre vraiment la voie de l'utilisation des tissus archivés. Là, comment est-ce que, parce que quand on décross-linking lié à la fixation, comment est-ce qu'on arrive à capturer ces ARN messagers sans risquer de les fragmenter et donc de perdre l'ARN? On ne les capture pas eux-mêmes. Alors, comme ça allait vite, vous n'avez sans doute pas compris exactement mes explications techniques, mais on utilise des sondes qui vont les reconnaître, les transcrits. Malheureusement, ils sont fragmentés. C'est-à-dire que c'est la fixation en amont du montage en paraffine qui vraiment dégrade les ARN. Et on a essayé de les capturer directement avec notre technologie Visium classique, donc congelée, que Maya a présenté, mais on a des résultats qui sont très mauvais parce qu'on n'a que des parties polyarphes, on n'arrive pas à les réaligner, c'est vraiment pas joli. Donc, on utilise ces sondes. Donc, grâce à ces sondes, en fait, qui font 50 paires de bases à L2, donc on a 2 sondes par transcrit qui vont reconnaître des régions flanquantes. Donc, en fait, on peut reconnaître des fragments qui ne font que 50 paires de bases, donc qui sont assez dégradés. Donc, à ce niveau-là, on a vraiment contourné ce problème en ajustant la chimie. D'accord, ok. Du coup, oui. C'est assez pour la spécificité, 50 paires de bases? Ouais, et c'est assez parce qu'on les a coupés en 2 fois 25. C'est-à-dire que si vous aviez qu'une seule, de 50 ou de 25 paires de bases, vous pourriez avoir pas mal de bruit de fond. C'est ce qu'on avait observé. Ouais. Donc, on est passé à 2 sondes qui reconnaissent des régions flanquantes. Donc, elles vont d'abord reconnaître ces 2 régions. S'il n'y en a qu'une seule qui reconnaît la région, la sonde va être perdue, en fait, parce qu'on ne va pas pouvoir l'amplifier ensuite. Donc, le fait que ces 2 régions reconnaissent des régions, ces 2 sondes reconnaissent des régions flanquantes, qu'on va ensuite liguer, on va liguer les 2 sondes. Et ensuite, donc, elles apportent des séquences synthétiques qu'on va utiliser pour capturer et pour amplifier par la suite. D'accord. Et donc, aujourd'hui, la résolution actuelle, c'est 5 cellules à peu près? Ça va varier en fonction de la taille de votre cellule, mais oui, on va dire en 2, une dizaine. Je sais que dans certains cas de cancer, vous avez des cellules qui sont assez petites et très, très denses. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez en avoir jusqu'une dizaine, ça peut arriver. Et ça, c'est super par rapport à… quand vous annoncez que vous allez descendre à 4-5 microns, c'est là que vous vous positionnez par rapport au Night Imaging qui est un petit peu meilleur en résolution latérale par rapport à votre performance actuelle de 55 microns. Mais quand vous allez arriver à 5 microns, là, vous allez être plus performant. Ouais. Alors après, bien sûr, sur des choses ciblées, mais le fait de combiner la partie transcripto et la partie protéo à des résolutions comme ça, je trouve ça terrible. Mais du coup, ça veut dire que protéo et transcripto, ça sera sur des coupes séries, ça ne peut pas être sur la même. Alors, si, ça peut être sur la même parce que ce qu'on fait, c'est qu'on incube nos anticorps qui ne sont pas des anticorps classiques, dans le sens où ils sont conjugués à des séquences des oligonucléotides. Donc, en fait, on incube d'abord avec les anticorps, et puis ensuite, on va rentrer dans le workflow, tel que je ne l'ai pas vraiment détaillé, mais avec aussi les sondes pour le FFPE, et on va capturer les étiquettes qui sont collées aux anticorps, si vous voulez, et on va les séquencer à ce moment-là. Donc, les anticorps sont reconnus par séquençage. Vous pouvez toujours faire sur votre coupe sériée une histo classique, si vous le souhaitez, mais là, vous allez quand même avoir, au niveau de la même coupe, vous allez avoir les 2 niveaux d'information.
Donc, vraiment la même. Ouais. Moi, je pensais à autre chose, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire, on peut faire une HE, évidemment, pour avoir la morpho. On peut faire votre techno pour avoir des choses bien ciblées. Et puis nous, on peut passer en mass spec LCMS pour avoir la profondeur de protéome et venir compléter pour l'aspect exploratoire. Et là, on a le pipe génial pour aller explorer le tissu en FFPE. Je trouve ça très complémentaire. Après, la question que je me posais, c'est, mais j'ai un peu la réponse quand même, mais vous avez l'avantage d'avoir transcripto protéo. Mais pour la protéo, vous venez directement en compétition avec l'Hyperion dans ces cas-là. Oui, d'une certaine façon. Comment vous positionnez par rapport à ce genre de technologies qui sont déjà bien implantées? Bah, C'est déjà, le même principe. alors, nous, il n'y a pas vraiment besoin d'instruments, donc ça facilite beaucoup les choses. C'est-à-dire que je pense que Maya peut en témoigner, même s'il y a évidemment une prise en main, mais c'était pas, voilà, vous pouvez commencer, je crois que Maya a commencé très, très vite. Donc, vous pouvez commencer très vite. Et puis, l'Hyperion, c'est quand même limité dans le nombre d'anticorps que vous pouvez détecter, même si c'est bien mieux que le classique. Nous, en théorie, la limite, c'est 1 milliard, je crois. Donc, vous voyez les vous n'avez pas 1 milliard d'anticorps contre… vous avez des panels de combien là? Pour la partie protéo, vous n'avez pas 1 milliard de possibilités. Déjà, il n'y aurait pas… Voilà. Alors, pour le single cell, parce que c'est une traduction directe de ce qui se fait en single cell, donc le site-seq ou donc ce que j'ai présenté, on a déjà des panels de presque 270 anticorps quand même. Donc, vous vous rendez compte. Okay, et il n'y a pas de raison, enfin, il y a des raisons, mais vous pourriez en théorie avoir exactement le même nombre d'anticorps. Après, il y a d'autres challenges en histologie de démasquer pour démasquer les antigènes, etc. Donc, il y a d'autres challenges. Mais en théorie, on a une limite de détection qui est… une limite ça, c'est un élément qui fait tilt toujours. Et la question, elle est valable aussi pour l'Isoplexis. Dans quelle mesure vos conditions d'optimisation sont un petit peu générique pour tous les anticorps que vous allez tester. Et du coup, est-ce que l'utilisateur, alors vous fonctionnez différemment, et ça c'est peut-être quelque chose qu'on peut aborder après, mais l'utilisateur, est-ce que, alors, pour Isoplexis tout du moins, est-ce qu'il peut essayer d'optimiser en fonction de tel ou tel panel sa préparation d'échantillons pour que la détection soit optimale? Et de la même façon, vous, si vous avez 260 possibilités, comment vous faites pour garantir la spécificité de vos anticorps? Et les conditions optimales pour chaque anticorps, c'est un peu délicat, sachant que quand on le pratique un par un, on sait qu'on n'a pas le même protocole pour chaque anticorps. Et c'est pour ça que pour Visium, on va avoir des panels, parce que c'est plus compliqué pour l'histologie. Par contre, pour le single cell, c'est comme la cytométrie en flux, en fait. Gardez à l'esprit que la cytométrie en flux, la raison pour laquelle les chercheurs n'utilisent pas plus d'anticorps, c'est parce qu'il y a des collisions spectrales et que… Ah oui, mais il n'y a pas que ça. Oui. Il n'y a pas ça. Donc, en single cell, c'est relativement simple. En Visium, je suis d'accord avec vous, et c'est pour ça qu'on va passer par des panels, au moins dans un premier temps. Vous ne pourrez pas utiliser n'importe quel anticorps. On aura des panels qu'on a déjà testés en labo et qui seront compatibles avec Visium. Dans l'approche Isoplexis, justement, Astrid pourra détailler, justement, il est l'expert, mais on a une optimisation aussi. Ce n'est pas le tout d'avoir des anticorps, c'est aussi d'avoir des combinaisons d'anticorps qui sont optimisées. Donc, comme j'avais montré, c'était jusqu'à 32 marqueurs. Donc, il y a tout un travail en amont qui est de sélectionner les meilleurs anticorps, mais également d'optimiser les combinaisons d'anticorps. Donc, je ne sais pas si Afid pourra compléter là-dessus, mais on a tout un travail vraiment qui est fait là-dessus. Donc, c'est… Oui, le principe, c'est qu'on n'est pas producteur d'anticorps à Isoplexis. Donc, on va screener tous les anticorps du marché et on va voir ceux qui fonctionnent le mieux sur la techno. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir aussi des différentes gammes, justement, étalons, des trucs qui vont être faits. Du coup, on va tester les anticorps purs recombinant tout seul. On va tester les combinaisons ensemble. Mais on n'a pas de souci, finalement, d'overlapping comme on peut avoir avec les différents fruits qu'on peut utiliser en cytométrie dans les différents panels qu'on va avoir. Donc, ils vont être vraiment chacun hyper spécifiques de l'analyte qu'ils vont capturer. D'accord. Et Marlène, tu voulais… Non, mais en fait, ça revenait un peu la même chose sur le versus transcriptome. C'était pour Christophe, comment est-ce qu'il se positionne par rapport à toutes les technologies qui fonctionnent plutôt par hybridation in situ, comme NanoString, enfin, voilà. Où on a aussi cette résolution spatiale transcriptomique. Ouais, nous, alors si vous voulez comparer directement à NanoString, n'oubliez pas que nous, nos spots font 55 microns et on va capturer sur toute la section.
Vous n'avez pas besoin de, à l'œil d'abord, décider qu'est-ce qui vous intéresse et donc faire un biais. Ensuite, effectivement, il y a des technologies qui aujourd'hui se basent sur du fiche. Et le fiche, ça apporte quelque chose de différent. Au niveau de la sensibilité, au niveau de la résolution latérale, notamment, comme on disait, c'est meilleur. Donc, ça dépend aussi de votre question scientifique. Mais si à l'heure actuelle, vous voulez trouver si vous avez besoin de capturer des centaines et des centaines de gènes sur une coupe sans avoir d'a priori, donc que ce soit sur ce que vous cherchez en termes de molécules ou sur l'endroit de la coupe qui vous intéresse, je pense que Visium, c'est la solution qui va vous apporter ces deux aspects. Et moi, j'avais une question. Si on veut aller au-delà, on est intéressé par vos technologies, soit l'un soit l'autre, et comment vous vous positionnez par rapport à la communauté bordelaise? On a l'exemple avec Maya, la Botanix, mais au-delà de ça, pour favoriser l'échange avec votre technologie, simplifier un petit peu l'utilisation, est-ce que vous êtes rapproché de plateformes déjà existantes, de laboratoires déjà existants? Il y en a un qui se positionne par rapport à une machine, quelle expertise il faut avoir pour être optimum avec nos échantillons, pour pouvoir avoir des résultats immédiatement sans se galérer pour se dire bon, mais mon échantillon il n'est pas adapté, ça ne va pas. Et de la même façon, du côté de Tenix, moi c'est plutôt en aval que je me pose la question. Là, vous êtes plutôt plateforme. Quelle expertise il faut avoir ensuite pour pouvoir exploiter les résultats au mieux sans se galérer non plus? Je pense que la question, on pourrait l'adresser à Maya, puisque après tout, c'est elle l'utilisatrice. Oui, c'est clair. Je pense qu'elle peut peut-être donner un retour d'expérience là-dessus, sur Tenex, non? Oui, après, alors, comme vous connaissez, pour le single cell, on a l'instrument dans la plateforme RNA-seq. Donc, ça, pour le Visium, on n'a pas besoin d'instrument. Et après, ça devient en fait qualité des cellules, dissociation de quel tissu qui nous intéresse. Donc, il faut faire beaucoup de travail en amont pour quality control, si tu veux. Nous, par exemple, on sait que les cellules innées, les granulocytes sont très, très fragiles, donc on les perd souvent et il faut faire un certain protocole pour les avoir. Il y a différents types de dissociation. Par exemple, du foie, on a essayé plusieurs. La même chose avec Marlène, je pense, Julie a travaillé pour faire différentes optimisation pour perméabiliser le tissu, pour avoir le meilleur en fait, relagage des ARN, si tu veux, et hybridisation. Donc oui, il y a tout ça. Et après, je peux te dire que tu as besoin d'un bioinformaticien à temps plein. Oui. Et nous, on a pu avancer grâce à Domiti, en fait, qui travaille, ça fait un an à temps complet là-dessus, sur un seul projet. Donc, oui, c'est pas mal. Si tu veux avancer, c'est pas juste... Il faut dire, oui, Siloop, c'est beau pour la visualisation, mais si tu veux, en fait, s'approfondir, tu as besoin vraiment d'une équipe bioinformatique. Une vraie équipe, même en amont et en aval, c'est loin d'être du clé en main. Ouais. Mais... Je voulais intervenir aussi pour Isoplexis. Donc, on a notre collègue aussi, Carole Poutriquet. Je ne sais pas si vous pouvez lui donner la parole. Elle est dans la tendance. Donc, il va vous parler un petit peu de ce qu'elle fait aussi au niveau de la communauté bordelaise, puisqu'elle est la responsable France. De notre côté, c'est vrai que notre approche, donc, comme on l'a dit, donc des panels optimisés. C'est vrai qu'on a donné des panels optimisés, l'automatisation. Et quand on parle d'automatisation, on a l'automatisation du workflow et des données. Donc, il n'y a plus de travail, on va dire, de bioinformatique à faire, puisque toutes les données sont accessibles en graphe et si on a besoin, bien entendu, il y a plusieurs publications où ils ont retravaillé les données brutes. Oui, il y a toujours plus de données à approfondir, ça dépend de la question. Voilà, par exemple, j'ai une personne intéressée au link RNA et elle veut aller juste chercher les links RNA, il faut le faire manuellement. Et voilà, c'est vrai qu'il y a des publications, par exemple, j'ai en mémoire les dernières publications, par exemple, qui sont sorties sur le Covid, où bien sûr, ils ont utilisé nos données, combinées à d'autres données, avec d'autres approches. Donc, ça, c'est des choses, mais bon, ils partent, donc il y a la possibilité pour nous d'avoir ces données de polyfonctionnalité. La plupart, voilà, des publications, donc, utilisent nos données brutes, sinon elles sont manipulées, bien entendu. Je ne sais pas si Carole peut intervenir. Elle peut intervenir, oui. Ouais. Voilà. J'ai un petit souci. Donc, la question portait sur, excusez-moi, vous pouvez répéter la question Sur ce qui était fait dans la communauté en fait bordelaise, du coup au niveau Isoplexis, ouais, les contacts actuels. D'accord, merci.
Donc, actuellement, on démarre en fait. Donc, effectivement, on a contacté la communauté immunologiste sur Bordeaux. Et donc, voilà, pour l'instant, on démarre. Donc, on n'a pas de plateforme installée, si c'était la question. Mais la question, c'était ça, avec la question sous-jacente, ce type d'appareil qui est quand même un appareil assez conséquent, c'est bien de se rapprocher de plateformes et de le faire gérer par des personnes qui vont garantir l'ouverture à la communauté et même s'il y a très peu d'optimisation dans le cadre de l'Isoplexis, je suppose qu'il y en a un petit peu quand même et qu'il y ait des personnels qui aient cette expertise et qui facilitent un petit peu le flux d'analyse pour directement arriver à des résultats concrets, directement optimisés. Donc, est-ce que dans ce cas-là, il y a des plateformes, parce que là, je vois, c'est une communauté d'immunologistes qui serait plus client, mais je vois que vous vous orientez aussi vers de l'intracellulaire, donc toute la communauté onco peut être potentiellement intéressée. Totalement. Mais finalement, quel type d'expertise il faut avoir en amont? Alors, justement, c'est un des avantages de notre techno, c'est qu'effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'une expertise à proprement parler, puisque je pense que vous l'avez compris, tout est automatisé. Donc aujourd'hui, nos instruments sont soit installés sur des plateformes, et c'est ce qui va intéresser les plateformes, puisqu'effectivement, ils n'ont pas besoin d'avoir... Excusez-moi, voilà, pardon. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir un personnel dédié. Donc, effectivement, ce que vous disiez, c'est l'accessibilité à notre technologie qui est facilitée par la présence de notre techno sur une plateforme. Maintenant, il y a uniquement à faire la préparation de l'échantillon sur notre puce, le mettre dans le système et tout est automatisé, comme on le disait, jusqu'à l'analyse des datas. Donc, il n'y a pas besoin d'un personnel dédié. Non, absolument pas. Donc, c'est pour ça que ça intéresse énormément les plateformes. Donc, aujourd'hui, on a, nous, notre instrument installé sur des plateformes d'immuno-onco, des plateformes d'ELISA aussi, beaucoup. Et puis, on a également des clients qui ont fait le choix d'avoir l'instrument pour eux. Ils l'utilisent exclusivement pour eux, mais une fois de plus, on va dire, il y a un référent à chaque fois. Mais, tout le monde est à même d'utiliser notre techno. Voilà, on fait un training pour expliquer comment la machine fonctionne. Et après, c'est totalement autonome. Donc, autonome, bien évidemment, avec notre support en permanence si besoin. Mais voilà, le système est vraiment très bien fait pour ça. Et de l'autre côté, de la part de... donc on a une remarque sur le chat. Du côté de TNX, il y a l'équipe de l'US TBM Core, Myriam Capone et Xavier Gautreau qui peuvent accueillir tous les projets single cell et qui sont là, je cite, pour vous aider en amont pour tous les projets pratiques et qui ont l'expérience là-dessus. Ouais, donc c'est mon collègue Jamal qui s'occupe de Bordeaux. Voilà, je vois ça. Il s'en occupe très bien, comme vous pouvez voir. Je vois ça. Et nous aussi, on a une équipe, effectivement, support. Enfin, ouais, c'est classique après, mais évidemment, vous avez une prise en main. Moi, je pourrais vous dire aussi que tout est simple, machin, mais il y a une prise en main, évidemment. C'est pas ce genre de technologie, c'est très avancé. Vous avez un nombre de jeux de données qui est énorme. En termes de séquençage, je pense que Maya peut témoigner. C'est fantastique, mais énorme à la fois, quoi. Donc, il faut évidemment... Si on peut rendre accessible de cet ensemble, alors, du côté de TNX, tous les efforts que Maya a fait, si ça peut être un peu mutualisé pour faciliter les autres, pour qu'ils arrivent à se servir de cette technologie plus facilement, ça serait top. Je vais vous dire, on pensait organiser Covid permitting, comme on dit de nos jours, un user day sur Bordeaux pour toute la communauté bordelaise. C'est quelque chose qu'on a fait déjà en France. On a été ralenti par le coronavirus, évidemment, mais on a ce projet depuis très longtemps. On en avait fait un il y a à peu près 2 ans à Toulouse. On avait une centaine de personnes et c'est vraiment ouvert à tout le monde. On organise. Et on apporte tous les experts TNX, on va avoir des clients, puis tout le monde peut discuter autour d'un verre. Non, mais c'est important, c'est important d'échanger là-dessus. Et si je peux, Christelle et Claire, si je peux, une dernière question. Je me pose la question, comment ça marche quand on a des tissus? On vous les envoie, on fait comment? Alors, non, justement, on parlait de
de l'expertise. Et ça, c'est une expertise à acquérir. C'est quelque chose qui vous prend du temps. Mais ça, c'est vrai, quelle que soit la technologie qui repose sur le single cell, vous devez passer du temps à optimiser la dissociation des tissus. Et en général, c'est à l'utilisateur parce que vous êtes l'expert sur votre tissu. Je veux dire, nous, en interne, on a testé des tissus pour lesquels on a eu des difficultés, mais une fois que les experts ont commencé à les prendre en main, voilà, pour eux, et donc, on met notre tissu sur la plaque dédiée qui est fournie et ça, c'est géré par la même… non. Vous faites là, vous parlez de… Alors, sur le single cell, vous faites la dissociation cellulaire, vous obtenez une suspension qui va être viable. Et là, vous pouvez parler, avant, j'espère, mais vous parlez à la plateforme qui va donc faire le partitionnement cellulaire et faire toute la suite du workflow pour vous, notamment préparer la librairie pour le séquençage. Donc, vous vous occupez que du début parce que ça, c'est votre expertise. D'accord. Si on parle du Visium, c'est l'histologie. Donc là, vous parlez avec les histologistes d'abord ou si vous avez on se fait notre coup. Ça marche. Si vous êtes l'expert, très bien. Vous faites comme d'habitude, on va dire, vous incluez en paraffine ou en congelé en fonction. Et puis, vous pouvez faire votre coupe. Et on a des QC aussi, hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer d'avoir autant d'informations que possible pour évaluer si la vraie expérience va être couronnée de succès. Donc, vous avez des QC avant, vous pouvez le faire vous-même, c'est de l'histo, essentiellement un peu de biomol, mais de l'histo. Et puis ensuite, une fois que vous êtes prêt à vous lancer, vous allez faire votre section et vous allez la poser sur la coupe Visium. Et à partir de là, cette coupe va au laboratoire de biologie moléculaire. Et puis, c'est eux qui ont fait la suite. Vous pouvez le faire vous-même également. Hein, ça, c'est… Et donc sur l'US, ils sont déjà équipés pour… là, c'est la même machine qui peut faire le Visium ? Il n'y a pas de machine pour Visium. D'accord. Il n'y a pas besoin de machine. Tu fais la perméabilisation du tissu. Lorsque la ARN tombe, tu vas laver le tout dans un tube, en fait, et tu fais ton PCR et tu envoies au séquençage. Donc, t'as pas directement. Donc, il faut être sûr de sa coupe et ensuite, on envoie. En fait, il faut juste que je mentionne qu'on a eu une démo. Donc, 10X, ils nous ont en fait vraiment bien soutenus dès le départ. Donc, avant de commencer, on avait vraiment peur parce que c'est assez coûteux quand même, il faut le dire. Donc, Bachir et Jamal sont venus à Bordeaux. Ils nous ont suivis pendant 2 jours pour le single cell. Et la même chose, lorsqu'on a fait les tissus en Visium, on envoyait des images, du quality control. Ils nous revenaient avec des conseils. Donc, vraiment un travail d'équipe, quoi. Il faut un scanner de lame. Vous êtes passé par un scanner de lame. Oui, c'est ça. Ouais, pour l'imagerie, donc ça peut être un microscope, mais scanner de lame, c'est un peu plus simple. Mais voilà. Parfait. Et très bien. Du coup, on va rester sur cette idée de collaboration entre les sociétés techno et nos experts. Et on va vous remercier tous, notamment Marlène et Anne-Aurélie, pour l'excellente modération de la session et toutes ces questions et ces échanges. Je vous remercie vraiment tous pour votre participation. Je vous rappelle simplement qu'on a un autre événement qui arrive lundi, la 2e session de Tech for Onco sur tout ce qui est aspect métabolique. Et donc, ce sera, le lien a dû déjà être diffusé. Donc, on va poursuivre. Et donc, très bien. Et merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.